Bonjour, nous sommes le mercredi 26 avril 2023 et il y a longtemps que je ne vous ai pas parlé des États-Unis. Il est en train de se passer un certain nombre de choses qui sont liées à ce que j'appellerais le syndrome O.J. Simpson. O.J. Simpson, vous devez vous souvenir de cette affaire. Il y a eu le meurtre d'une ex-épouse de O.J. Simpson qui était connue à la fois comme sportif de très haut niveau et comme acteur de cinéma. Son ex-épouse a été assassinée, de même que le compagnon de son ex-épouse. Il y a eu un procès parce qu'on considérait, voilà, l'enquête avait suggéré que c'était lui le responsable. Il avait été exonéré par le jury et quelque temps après, il s'est retrouvé non plus au pénal mais au civil. Et là, il a été considéré par le jury qu'il était responsable du meurtre et sa carrière a été détruite par les sommes tout à fait considérables qu'il a dû payer. Ce sont ces sommes tout à fait considérables et qui l'ont conduit à du gangstérisme par la suite, ce qui fait qu'il s'est retrouvé, en prison pour d'autres raisons par la suite. Et donc, c'est quelque chose qui nous frappe, nous, Européens, c'est que quelqu'un aux États-Unis peut être considéré comme innocent dans un cas, et puis quelque temps après, il est considéré coupable. Et ça nous rappelle ces choses qu'on voit, par exemple, ces jours-ci, où on a l'impression d'un système judiciaire complètement disloqué, complètement, comment dire, fonctionnant de manière tout à fait dysfonctionnelle, puisque vous verrez que la pilule abortive est interdite, voilà, mise hors la loi par un juge de la cour de tel ou tel endroit, en l'occurrence du Texas. Ensuite, qu'une autre juridiction est invoquée qui renverse la décision, puis ça passe à la Cour suprême. La Cour suprême dit qu'il faut renvoyer ça au niveau inférieur. Et là, on ne sait pas trop parce qu'on regarde et on se dit quelles sont les opinions politiques des juges qui vont cette fois juger de cette affaire. Il y a les ambiguïtés qui sont liées simplement au fait qu'il y a un gouvernement fédéral et des États dont les prérogatives en matière judiciaire sont extrêmement, et législatives sont extrêmement larges, et puis un État fédéral. Et l'État fédéral voilà, peut juger de certaines questions à un certain niveau, mais il peut y avoir, voilà, des décisions en sens inverse au niveau inférieur. Et pour le moment, il y a une offensive de la part des États sudistes. Je dis ça comme ça parce qu'en fait, on s'aperçoit que rien n'a changé depuis la fin de la guerre de sécession. Il y a un article très intéressant que je lisais l'autre jour sur les véritables États qu'il y a aux États-Unis. Et qui sont liés à des zones de peuplement et à des gouvernements plus ou moins autonomes au XVIIe, XVIIIe siècle, et que finalement quand il y a une fédération, ça ne correspond pas du tout au découpage nécessairement des États par la suite, et qu'il y a des États qui se trouvent, des États, voilà, parmi les 50 États de l'Union. Il y en a qui sont coupés en deux. Il y a la moitié qui était en faveur de la sécession et d'autres pas. Enfin, les États peuvent être déchirés eux-mêmes par ces anciens empires. Et tout particulièrement, bien entendu, une union au nord, au XIXe siècle, début de première moitié du XIXe siècle, une union faite d'industriels, de commerce, voilà, très ouverte sur les échanges avec l'Europe, et puis un État esclavagiste qui semble être une dépendance, voilà, de ce qu'on voit par exemple à la Jamaïque ou à Haïti, un État esclavagiste de type tout à fait traditionnel, et les tentatives bien entendu de mettre tout ça ensemble échouent, en particulier dans la période au milieu du 19e siècle, et débouchera sur ce que les Américains appellent la Grande Guerre civile, et ce qui est le cas, et ce que nous appelons la guerre de sécession, parce que les États confédérés du Sud font sécession par rapport à l'ensemble, ce qui conduit à un état de guerre. Et on est en train, cette guerre de sécession est en train d'avoir lieu à nouveau. On est en train, voilà, de retrouver ces anciens différents empires.
Et des tentatives sont faites à l'échelon local de l'État pour faire avancer les choses dans un sens ou dans un autre. Par exemple, qu'un État interdit la pilule abortive dans ses limites. Et puis introduit récemment des mesures qui interdisent de franchir la frontière de l'État pour aller prendre la pilule abortive dans un autre. Enfin, ça devient extrêmement compliqué. Vous connaissez ces films, vous avez dû les voir, où la police est là à la poursuite voilà, d'un fugitif, et puis hop, il s'arrête en race campagne. Ah ben non, c'est la limite de l'État, et voilà, on ne peut plus rien faire, puisque c'est pas le FBI, c'est pas la police fédérale, c'est la police locale qui est aux trousses du malfaiteur ou de monsieur injustement soupçonné. Et pourquoi parler de cette affaire Simpson? Parce que quelque chose du même ordre est en train de se passer. Cette fois-ci, c'est important au niveau politique. Le commentateur politique, jusqu'il y a quelques jours, le plus important aux États-Unis, est un monsieur Tucker Carlson. C'est une personnalité vraiment de droite dure. La personne qui a introduit l'idée de la théorie du remplacement aux États-Unis, qui soutient que l'insurrection, la prise du Capitole par des émeutiers le 6 janvier de l'année dernière était en fait une promenade familiale, etc. Un véritable tribun de l'extrême droite. Un monsieur qui réunissait parmi 3 millions de spectateurs chaque soir. Et la vedette de Fox News, qui est donc une chaîne de télévision qui appartient à M. Rupert Murdoch, qui est donc ce magnat de la presse, qui est venu d'abord d'Australie, qui a envahi la presse en Grande-Bretagne. Il possède le Times en particulier. Aux États-Unis, il possède la chaîne Fox News. Il est le propriétaire désormais du Wall Street Journal depuis quelques années. Et ce monsieur a toujours été, il a favorisé sur sa chaîne Fox News les déclarations de type trumpiste que, en fait, l'élection présidentielle lui a été volée, que c'est en truquant des machines à voter, des choses de cet ordre-là que Biden a pu faire semblant d'être élu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une des firmes qui produit les machines électroniques à voter a poursuivi pour plus d'1 milliard de dollars, a poursuivi la chaîne Fox News en justice. Et ça a marché dans la mesure où finalement il y a eu un accord en dehors avant que la justice ne se prononce. Il y a eu un accord sur une somme à peu près équivalente à la moitié. Fox News doit verser 700 millions de dollars à la firme Dominion. La firme Dominion a véritablement été blessée par cela. Et en particulier, il y a des endroits localement où des MAGA, les Make America Great Again, les républicains trumpistes sont en train d'exiger qu'on retire ces machines en raison du fait qu'elles ont aidé à la trahison, voilà, qu'elles sont truquées, etc. Ce sont les mêmes États où on est en train d'interdire, le vaccin à ARN messager, tête de turc, des mêmes, ce sont les complotistes de type habituel, et tout ça va ensemble, anti-avortement et insurgé lors du 6 janvier de l'année dernière. Tout ça fait la soupe MAGA, Make American Great Again, la part importante, 60% à peu près des républicains, qui est en faveur d'une extrême droite dure représentée par Trump. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc la vedette de la chaîne Fox News vient d'être limogée au lendemain, pratiquement 48 heures après la décision que
que la chaîne allait payer 757 millions de dollars en réparation. On nous dit aujourd'hui que c'est pas uniquement cet événement-là, il y a aussi le fait que une personne qui travaillait avec ce monsieur Tucker Carlson a déposé aussi plainte pour harcèlement, pour environnement de travail délétère, et que la firme se dit que là aussi il va falloir débourser des sommes importantes. Donc pourquoi parler de Simpson? Parce que toutes les poursuites, je dirais, au pénal jusqu'ici envers Trump et ses co-insurgés n'a pas produit grand-chose, mais c'est au civil que les choses sont en train de se déboucler, parce qu'il y a un lien manifeste entre le fait que Fox News, aussi riche qu'elle soit, 757 millions de dollars, c'est quand même une somme importante. Bon, c'est pas une somme importante par rapport à ses revenus, mais c'est une somme importante quand même. Voilà, rédiger un chèque de ce niveau, ça fait quand même une différence. Et c'est là que ça est en train de jouer. De la même manière, parmi les poursuites, les nombreuses poursuites au pénal envers Monsieur Trump, et en particulier pour avoir orchestré une insurrection, pour avoir dérobé des documents secrets, pour avoir fait pression, et ça a été enregistré, pour avoir appelé des représentants de l'État de Géorgie, des gens dont la fonction était de surveiller le bon déroulement des élections, d'appeler un de ces messieurs à nombreuses reprises et de demander que 11 000 voix soient dégagées, puisque, dit Trump, c'est le nombre qui manque pour que je sois élu, et vous savez que c'est à la suite d'une erreur que j'ai passé ces 11 000 voix-là. Et parmi donc les poursuites auxquelles M. Trump est exposé, il y a, et depuis hier, voilà, on en parle parce que un jury est là aussi réuni, Madame Jean Carroll, qui était reporter freelance pour elle, dit avoir été violée par monsieur Trump. Alors il y a prescription en termes de temps, parce que c'était il y a longtemps, mais justement sur le plan civil, il y a la possibilité pour elle de le poursuivre, ce qu'elle fait en ce moment. Alors on comprend, je dirais, qu'un système qui est à la fois fédéral, et donc avec aussi des États, que des décisions peuvent être prises en sens divers, il est plus difficile pour des Européens de comprendre pourquoi des décisions en sens inverse peuvent être prises au civil et au pénal, et en particulier sur des culpabilités importantes comme celle d'un meurtre. Eh bien, ça c'est une chose dont je vous ai déjà parlé. C'est parce que la conviction que le jury doit atteindre dans les cas du civil et du pénal n'est pas définie de la même manière. Et qu'en particulier dans le cas du pénal, il ne peut pas y avoir le moindre doute possible du côté d'un juré, alors que le degré de conviction est jugé moindre au civil, au départ probablement parce que comme le pénal peut conduire à des peines de prison, à la peine de mort aux États-Unis, et également on a mis des critères, je dirais, plus durs, plus restrictif qu'au civil, où c'est de l'argent essentiellement. Mais aux États-Unis, c'est là-dessus que je vais terminer, pourquoi toujours cette somme, je dirais, absolument délirante, qui nous paraissent délirantes dans les cas particuliers de dommages et intérêts? Pourquoi des sommes d'un tel niveau? Et ça, je vous l'ai aussi dit, mais je vous le répète parce que je vous l'ai dit sûrement il y a une dizaine d'années. La raison, c'est la suivante, c'est que dans les questions de dommages et intérêts, on avait pris l'habitude aux États-Unis de calculer quel était le dommage effectif en termes de ressources subies par les personnes dans des cas particuliers. Et que quand il s'agissait de comparer les sommes de compensation, on les comparait aux salaires, aux revenus des personnes pour lesquelles une réparation était nécessaire. Et dans ce pays, dont l'héritage est précisément celui d'un système esclavagiste
et où la population qui avait été mise en esclavage n'est pas remontée au niveau économique des esclavagistes, eh bien, il apparaissait souvent scandaleux que voilà, le dommage d'intérêt pour un blanc était d'1 million et qu'ils étaient de 10 000 pour un noir ou une noire. Je dis noir et je ne dis pas afro-américain parce que c'est M. Morgan Freeman l'autre jour, un très grand acteur, qui s'est fâché contre ce terme afro-américain en disant moi je suis noir, I'm a black, voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'on m'appelle, alors je vais faire comme lui. Et donc que quand des noirs américains recevaient des compensations de dommages-intérêts, les sommes apparaissaient en général ridicules par rapport à celles que des blancs pouvaient recevoir. Donc on a voulu introduire un élément d'égalité et on l'a fait par le haut. On l'a fait par le haut, c'est-à-dire en mettant en cause des sommes qui seraient supérieures à celles des blancs et qui du coup seraient décuplées, démultipliées pour les noirs américains, éventuellement des latinos aussi, parce qu'il n'y a pas que les noirs comme minorité, je dirais, pas toujours très bien traitée dans le système global. Voilà les raisons. Et donc, on en est aujourd'hui à cela, avec une commotion. Ce monsieur Tucker Carlson, qui est considéré comme un très grand porte-parole de l'extrême droite, il n'est pas mort du fait qu'on l'a écarté de la chaîne Fox News. Il va sûrement réapparaître ailleurs, mais il n'apparaîtra plus simplement sur la chaîne de télévision la plus regardée aux États-Unis. Voilà comment les choses se passent là-bas. Il y avait longtemps que je ne vous avais pas parlé des États-Unis parce que bon, ça me paraissait un peu répétitif. Va-t-on inculper M. Trump sur ceci ou cela? Et puis c'est toujours, je dirais, voilà, la décompensation par la suite. Oui, mais c'est compliqué parce que c'est un ancien président, etc., etc. Voilà, il y a là quand même quelque chose qui avance, qui a changé ces jours derniers au niveau d'une chaîne de télévision. Le principal tribun de l'extrême droite provisoirement n'a plus le moyen de s'exprimer, en tout cas en public. On va sûrement lui retrouver autre chose, mais ça provoque un petit peu une commotion là-bas. On a l'impression que quelque chose change peut-être, parce qu'il y aura, je dirais, un fiefé menteur qui aura davantage de difficultés à se faire écouter tous les soirs par rapport à ce qui était le cas jusqu'à vendredi dernier, quand il a dit, et ça passe un peu en boucle, je vous retrouve, chers amis, je vous retrouve lundi, et non, lundi, il n'était plus là. Lundi, on l'avait remplacé par voilà, une tournante de gens qui travaillent encore pour la chaîne. Voilà, je continue de vous tenir au courant sur ces affaires-là, comme je le faisais à une époque de manière beaucoup plus régulière. Mais j'interviendrai chaque fois qu'il se passera encore quelque chose, voilà, quelque chose d'un peu différent de ce qu'on entend les jours précédents. À bientôt.